Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, l'Assemblée nationale en plénière. Les députés se penchent depuis ce matin sur le code électoral et la refonte du fichier. Augmentation du nombre de députés inopportun, pensent certains Sénégalais. Reportage dans ce midi. Sur le marché, les prix de certaines denrées ont subi une hausse alors que le gouvernement avait indiqué que les coûts sont à la baisse. Dans ce journal, le directeur du commerce intérieur donne quelques explications. La famille du défunt détenu Ibrahima Mbow, tué lors de la mutinerie de Rebeuss, va déposer une plainte auprès du procureur de la République. C'est parce qu'elle juge lente la procédure dans cette affaire. Insécurité routière sur la VDN 3, le rond-point Gadaï, un danger. Beaucoup d'accidents s'y produisent. Les titres de l'actualité internationale. Sornana Tambay, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. En Gambie, la radio privée Teranga FM a été fermée par les autorités. Selon un membre du personnel, l'ordre est venu du directeur de l'Agence nationale du renseignement. Immigration clandestine, le bilan macabre de 2016. Près de 5000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée, un chiffre jamais atteint ces dernières décennies. Les titres sport, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Antoine. Le football va sans doute dominer. Première séance d'entraînement des Lions du Sénégal cet après-midi sur la route de la Coupe d'Afrique 2017. L'équipe de Aliou Cissé s'entraîne à 16h30 au stade Léopold Sédar Senghor. Lutte avec frappe, le CNG prolonge de 31 jours la période de renouvellement des licences des lutteurs. Dans ce 12 heures, le commandant Babacar Diouf, membre du CNG, va nous expliquer les raisons de cette décision. À suivre la chronique de Diatou Cissé, chronique du lundi, et puis débat autour du train express régional, le TER. Est-il une priorité à votre avis? Rendez-vous vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au code électoral et refonte du fichier électoral, l'Assemblée nationale en plénière. Vous le savez, sur ces deux questions, le pouvoir et l'opposition ne parlent pas le même langage. À l'instant, les débats se déroulent à l'hémicycle contre l'augmentation du nombre de députés. Arifus, des citoyens interrogés par notre correspondant rejettent totalement l'idée. Ils estiment que cela va contribuer à multiplier les problèmes des Sénégalais qui font face déjà aux dures réalités de la vie. Isidore Alexandre Sen leur a donné la parole. Ils sont presque unanimes. Augmenter le nombre de parlementaires à 165, Abdoulaye Wade, du chauffeur de son État, y trouve un non-sens. Actuellement, nous n'avons que des députés qui s'insultent et échangent des propos inutiles à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on veut rajouter d'autres, c'est augmenter des problèmes aux Sénégalais. Les autorités sont attendues sur d'autres fronts, renchérit ce jeune trouvé à l'hôtel de ville de Rufisque. On pouvait s'en passer. Nous aimerions voir les autorités aborder d'autres questions comme celle de la cherté de la vie, car les Sénégalais sont fatigués. Augmenter les députés, c'est presque se moquer des Sénégalais. À quoi bon de revoir à la hausse le nombre de députés si l'on sait que les acteurs représentants du peuple ne répondent pas aux attentes de beaucoup de citoyens, s'interroge M. Diop. Vraiment, je ne vois pas l'utilité des députés. Ils ne font pas leur boulot. Même la HCCT, tout ça, c'est de la politique politicienne. Ils ne sont là que pour leurs propres intérêts et non pour leur peuple. Les Sénégalais sont fatigués. Des pères et mères de famille qui commandent pour subvenir à leurs besoins. Ce sont des questions qu'il faut régler au lieu de nous parler de l'augmentation des députés. Rappelons que les 15 sièges supplémentaires devraient voir la diaspora sénégalaise représentée à l'hémicycle. Ce changement est intervenu dans le projet de loi portant modification du code électoral. Isidore Alexandre Sen, Fisc, RFM. La baisse annoncée sur le prix de l'électricité vient s'ajouter à la longue liste des baisses des denrées de première nécessité, mais malheureusement, l'on constate que pour ces mêmes produits, des hausses ont été appliquées, ce qui fait que le riz, le sucre, l'huile et le loyer coûtent toujours cher. Binta Diallo. Aussitôt arrivé au pouvoir, le président Macky Sall avait vite fait de baisser les prix des denrées de première nécessité. Une diminution était-elle possible en cette période-là? Le chef de l'État n'en avait cure parce que tout simplement, il fallait baisser un point, un trait. C'est parce que pour faire dans la rupture, les promesses électorales pour lui sont faites pour être respectées.
Avec l'aide de l'UNACOIS et des organisations de consommateurs, les prix du riz, du sucre et de l'huile, les denrées de première nécessité dont les prix avaient pris l'ascenseur sous le régime Wade, ont tous été revus à la baisse et de façon drastique. En avril 2012, un mois seulement après que Macky Sall a été installé au Palais de la République, son premier ministre entre en action. Abdoul Mbaye, pour ne pas le nommer, annonce la bonne nouvelle. Le kilogramme de riz ordinaire est arrêté à 280 francs CFA contre 325. Celui du riz parfumé fixé à 435 francs contre 475. Le kilogramme du sucre ramené à 580 francs contre 690. Le prix de l'huile également arrêté à 960 francs contre 1200 francs. Mais la joie des ménagères n'aura duré que quelques mois, exactement 4, juillet 2012, le ramadan de toutes les hausses. Depuis, les prix des denrées de première nécessité fluctuent dans le marché, entre baisse, hausse et spéculation. Autre baisse, celle du prix du loyer intervenu en février 2014, entre 4, 14 et 29%. Là également, juste le temps d'une rose, les prix sont retournés à la case départ. Aujourd'hui encore, année électorale, le président de la République annonce une baisse de 10% sur le prix de l'électricité, une mesure qui doit entrer en vigueur au prochain bimestre. Reste à savoir si elle sera pérenne. Le directeur du commerce intérieur Binta s'explique sur la hausse des prix de certaines denrées comme l'huile et le sucre. Ousmane Baye évoque pour ce qui est de l'huile l'arrivée quelque peu tardive de cargaison. Il déclare par ailleurs que ces services vont veiller au respect des prix par les commerçants. Ousmane Baye est interrogé par El Hadj Ndiogou-Diène. Pour certains produits, notamment l'huile et les formats de 20 litres, nous avons quelques tensions depuis une semaine, tensions qui sont liées quand même à un raffermissement de l'offre malaisienne et ivoirienne. Alors, quand on a fait le point avec les principaux importateurs, il s'est trouvé qu'au niveau du port, il y a pratiquement plus de 100 conteneurs qui étaient en cours de sortie. Et nous pensons que pour la semaine qui débute aujourd'hui, en tout cas, l'approvisionnement devrait revenir à la normale. Pour le riz, nous n'avons pas, nous, à notre niveau, répété les difficultés, parce que le riz est vraiment présent depuis qu'on a rouvert les importations suite à une petite restriction pour permettre à l'offre locale de riz de se vendre. Quand même, l'offre est suffisante. Ce que nous avons, c'est que le riz indien, qui est aussi la variété de riz, en tout cas, qui était la moins chère, en tout cas, cette offre-là s'affaiblit un tout petit peu et laisse la place à l'offre américaine ou thaïlandaise, avec des niveaux de qualité relativement supérieurs, donc un niveau de prix relativement supérieur. Mais toujours est-il qu'on est en d'ordre de prix, on est toujours autour du prix homologué. Donc, le message est clair, dans toutes les régions, tous les départements, nos équipes sont à pied d'œuvre pour faire de sorte que, en tout cas, pour les denrées pour lesquelles le prix est homologué, en tout cas que tous les commerçants, distributeurs puissent respecter les prix. Donc, il est 12h08. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi, Antoine Diouf. Le dossier d'Ibrahim Mbow, à nouveau agité par la famille du détenu, tué lors de la dernière mutinerie de Rebeuss. Après avoir dénoncé les lenteurs dans la procédure judiciaire, la famille d'Ibrahim Mbow va déposer une plainte auprès du procureur de la République. Ce sera la semaine prochaine. L'oncle du défunt et porte-parole de la famille veut que justice soit faite. Écoutons Maguey Thiam avec El Hadj Ndiogou-Diène. Le procureur de la République s'était autosaisi du dossier. Nous lui avons donné une confiance totale. Mais il s'est trouvé que depuis des mois, l'affaire tarde à bouger. Alors qu'à ce moment même, au pareil moment, il y a d'autres crimes qui se sont passés au pays. Alors que leurs dossiers ont été évités. Jusqu'au moment où je vous parle, ça tarde à évoluer. Cause pour laquelle maintenant on a saisi notre avocat pour qu'il introduise une plainte auprès du procureur. Étant donné que l'ADIC a bien fait son travail, il a bouclé le dossier, le médecin légiste ayant fait l'autopsie dans les règles de l'art, jusqu'au moment où je vous parle, l'affaire tarde à évoluer. Cause pour laquelle maintenant la famille va saisir son avocat pour introduire une plainte. Semaine prochaine, quoi. Ce qui nous inquiète le plus, c'est pourquoi le procureur a bloqué le dossier.
C'est tellement simple. Il doit saisir un juge d'instruction pour bien mettre en instruction le dossier. Mais cela tarde à se faire. Et puis on se pose la question, le pourquoi de cela. Ibrahim Mbow a été criblé de balles à la MAC de Rebeuss. Mais normalement, en principe, si on enlève les cartouches qui ont touché ce gosse, avec l'identification de la numérotation des cartouches, on pourra vraiment déterminer les causes du meurtre et puis celui qui l'a tué. Au moment où nous parlons, ces gardes pénitentiaires vaquent toujours à leur travail, sans pour autant être inquiétés. Un véritable danger, il s'agit du rond-point Gadaï, c'est sur la VDN 3. Ici, beaucoup d'accidents sont enregistrés. Les usagers se plaignent de l'absence d'éclairage sur ce tronçon. Conséquence, des cas d'agression ont été également notés. Reportage au rond-point Gadaï. Salif Sow. Au rond-point Gadaï, les accidents de la route sont fréquents. Les accidents de la circulation sont fréquents ici. Un automobiliste a récemment perdu la vie au niveau du rond-point. Les causes des multiples accidents de la route enregistrés divisent cependant les automobilistes. Les automobilistes en provenance de Malika aperçoivent tardivement le rond-point pendant la nuit. Avec ou sans lampadaire, les chauffeurs doivent respecter le code de la route. Les panneaux de signalisation existent. L'absence d'éclairage public, justement, sur ce point, nos interlocuteurs accordent leur violon. Cette femme qui porte son enfant habite non loin du rond-point Gadaï, rebaptisé rond-point de la mort. Elle dit tout son désarroi. Les cas d'agression sont récurrents. Les malfaiteurs dictent leurs lois de jour comme de nuit et environ. La présence de la police de proximité n'a aucun impact. Les policiers interviennent toujours avec du retard. Pour de telles pratiques, toutes les conditions sont réunies. La VDN 3 se trouve entre les Filao et la mer. L'infrastructure routière a coûté près de 120 milliards de francs CFA aux contribuables sénégalais. Cependant, son entretien fait défaut, regrette Dame Silla, 50 ans. Ce n'est pas normal. Par-ci des ordures, par-là du sable marin sur la chaussée. À la longue, la route va disparaître et cette route vaut une fortune. Les impactés du projet courent toujours derrière un site de recasement. La VDN 3 ou VDN prolongée a été inaugurée par Macky Sall. C'était lors du Conseil des ministres décentralisé tenu en banlieue dakaroise. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Les travailleurs de Walfadjri interdisent ce matin d'accès aux locaux du dit groupe, après quoi ils ont commis un huissier pour faire le constat. Ses confrères parlent de licenciement de la direction générale de Walfadjri, Mohamed Ali Mouba. Il a arpenté durant des années les allées et autres couloirs de Walfadjri. Pratiquement aucun coin ne lui est étranger, mais ce matin, l'accès du groupe lui a été refusé. Un licenciement, ça ne se fait pas de façon verbale. L'administration reconnaît les documents. Donc, on est venu, on s'est présenté à la porte, on a retrouvé un ami, un frère, Babacar, c'est un vigile, et il nous a fait comprendre que l'entrée nous est interdite, et il nous a même montré une liste sur laquelle il y a tous nos noms qui ont été inscrits dessus. Ceux à qui l'entrée est interdite, se sont vus leur nom barré sur la liste. B-Boy est animateur d'une émission de rap à Walfadjri. Il fait partie de la quarantaine de travailleurs déflattés venus constater par eux-mêmes leur nouveau statut de chômeur. Il ne comprend pas. Ils m'ont fait signer un contrat de stagiaire de 6 mois. Ils l'ont renouvelé une fois. Après, ils m'ont fait signer un contrat. C'était tous des CDD, quoi. Après, ils m'ont fait signer un contrat de 1 an. Une deuxième fois un contrat de 1 an et c'est en janvier 2016 qu'ils nous ont proposé de leur écrire, de leur adresser une demande de renouvellement de contrat. Quand il se permet de critiquer les autres sur leur gestion, leur façon de faire, leur manière de gérer leur entreprise ou bien leur maison ou bien même des fois leur gouvernement, je crois qu'il devrait d'abord servir d'exemple par rapport à toutes ces personnes-là. Madame Sall, elle, est technicienne. Elle a fait 8 ans à Walfadjri, 8 années de dur labeur. Elle a le sentiment d'avoir été flouée. C'est regrettable de venir après tant d'années passées dans une entreprise qu'on te renvoie un bon jour comme ça. Pourquoi on a accepté de signer notre TDD? On voulait seulement travailler, on est des jeunes. Le caméraman Pape Ngom, lui, Walfadjri, c'est 5 ans de bons et loyaux services. Sidi Lamignos a trahi à ses yeux. Non, c'est triste. Il rentre dans l'histoire du Sénégal. Le programme est le défenseur des sans-voix. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est quoi? Il est l'anéantisseur des sans-voix. C'est l'oppresseur, quoi.
Sidy Lamine Niasse assure lui qu'il ne s'agit pas de licenciement, mais plutôt de fin de contrat. Les travailleurs ont commis un avocat pour défendre leurs intérêts. Oui, vous l'avez dit, Mohamed Ali Mouba, dans cette affaire, le PDG du groupe Walfadjri ne veut pas parler de licenciement. D'après Sidy Lamine Niasse, il s'agit de fin de contrat. C'est un paradoxe. Le département d'Dagana, qui est riche de ses cours d'eau, dont le fleuve Sénégal et le lac de Guière a soif, une injustice, a dit le vice-président du conseil départemental de Dagana. C'est à corriger, déclare Habib Sall, correspondance à Ousseynou Diagne. Marnan Maroulnan, un refrain de la vieille chanson populaire pour vanter les inestimables richesses en eau du Waalo. Le département de Dagana, le mieux arrosé du pays, avec le fleuve Sénégal au nord et ses affluents dont le Gorom Lamsar, paradoxalement des villages qui se mirent dans les eaux ont soif. Habib Sall est vice-président du conseil départemental de Dagana. Ah oui, c'est un paradoxe. Et c'est ça qui fait que c'est un peu compliqué quand on parle de développement d'émergence, alors que les gens qui sont à 2 pas de l'eau n'ont pas d'eau potable. Vraiment, il faut corriger ça avant de faire autre chose. La situation dans le sud du département, malgré le lac de Guière, avec ses 50 km de long sur 7 de large. Pendant ce temps, des localités à 2 pas seulement ne disposent même pas du minimum pour boire, alors que Dakar est servi. Que le département soit le département qui abrite le lac de Guière, qui fournit le Sénégal en eau de plus de 70%, et qu'il y a des villages à 2 pas du lac de Guière qui n'ont pas d'eau. Récemment, nous avons fait une mission en France et nous avons débloqué des fonds, 100 millions pour réparer le forage de Samsam, et nous avons interpellé l'État pour le programme PUDC pour que le département de Dagana puisse bénéficier des forages et des châteaux d'eau. Habib Sall interpelle alors les autorités du pays qui doivent aussi solutionner une autre vieille doléance, le désenclavement du delta du fleuve Sénégal pour sortir les milliers de centaines de tonnes de riz vers les grands marchés du pays. Richard Toll, Ousseynou Diagne, RFM. L'actualité internationale. Mali, Sortnana Tambaye, le processus de désarmement dans le nord connaît quelques blocages. Des patrouilles mixtes devant regrouper mouvements armés et soldats de l'armée malienne n'ont pas encore commencé le travail. D'autres groupes rebelles ont bloqué à Gao le contingent de la CMA. C'est la coordination des mouvements de l'Azawad. Les détails avec Daoud Diouf. Ces rebelles qui empêchent les patrouilles mixtes dans le nord du Mali déclarent que cela ne peut se faire sans eux. Le plus virulent est Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, le secrétaire général de la coordination des peuples de l'Azawad. Étant membre signataire de l'accord de paix d'Alger, ce chef rebelle déclare qu'il n'y aura pas de patrouille mixte sans la coordination des peuples d'Azawad. Il se dit prêt à empêcher ces patrouilles mixtes qui relèvent du processus de désarmement des rebelles au Mali. D'autres groupes armés qui sont loin d'être des poids lourds tapent également du poing sur la table. En fait, ces différents mouvements ne veulent pas participer aux patrouilles mixtes en intégrant les rangs des 2 principaux groupes armés, c'est-à-dire les ex-rebelles de la CMA et le Gatia pour le gouvernement. Ils veulent avoir leur propre étiquette. Il faut dire qu'avoir sa propre étiquette, c'est nager dans la cour des grands. C'est peser par la suite au moment de l'intégration des ex-rebelles dans l'armée, notamment dans la fonction publique. Pour l'instant, les pourparlers se poursuivent. En Gambie, les autorités ont fermé la radio privée Teranga FM. Depuis 2009, Antoine, la radio a plusieurs fois été victime d'attaques de toutes sortes de la part du régime. L'Agence nationale du renseignement a donné l'ordre de fermeture sans préciser le motif. Des hommes ont demandé au personnel d'arrêter d'émettre avec effet immédiat. C'était hier dimanche. République démocratique du Congo, malgré la signature d'un accord politique, on reste prudent. Les différentes composantes politiques congolaises doivent encore se retrouver pour arriver à un consensus sur un arrangement particulier. Celui-ci doit porter sur de nombreuses questions, dont le calendrier d'application de l'accord. La prudence de l'opposition concerne notamment les réserves formulées par la majorité au moment de la signature. Parmi les motifs de satisfaction également, les mesures de décrispation. Le régime s'engage à régler tous les cas des détenus et condamnés, surtout politiques. En 2016, près de 5000 migrants ont été tués en Méditerranée. Des chiffres communiqués par l'Organisation internationale pour les migrations. Cela représente 20 décès par jour, un plafond jamais atteint depuis des décennies. L'Association des journalistes en migration et sécurité analyse et évoque une politique de l'emploi pas assez efficace dans notre pays, puisque des Sénégalais ont également perdu la vie en Méditerranée, Antoine. Daouda Baya, que je vous propose d'écouter. C'est un bilan macabre qui interpelle la communauté internationale, particulièrement les pays africains qui payent le lourd
expurgu, d'autant plus qu'on compte parmi des victimes, des Sénégalais, des Érythréens, des Éthiopiens. Alors, les causes sont multiples. Beaucoup de gens tentent de rejoindre l'Europe à cause de la misère, vous savez, que des crises économiques, à cause de la dégradation de l'environnement. Mais pour ce qui concerne le Sénégal, beaucoup de jeunes tentent l'immigration clandestine pour des raisons économiques. Alors, la solution, à notre avis, c'est de revoir la politique de jeunesse mise en place depuis longtemps, depuis des années par les pouvoirs publics. On a vu que malgré les projets mis en œuvre par l'actuel gouvernement, les jeunes continuent à braver la mer. Alors, ce qui pose la question sur la pertinence même de ces projets. Nous, en tant qu'association des journalistes, des journalistes en migration et sécurité, nous estimons que l'État a l'impérieux devoir, n'est-ce pas, donc de prendre en charge la question de la jeunesse. La jeunesse constitue au Sénégal une bombe à retardement et qu'il est important, à notre avis, qu'il revoie sa politique de jeunesse pour que cette jeunesse-là puisse se sentir impliquée, n'est-ce pas, donc, dans ce qui se fait dans le pays. C'était Daouda Baya, donc président de l'Association des journalistes en migration et sécurité. Antoine, et c'est tout pour l'actualité hors du Sénégal. Et je vous remercie. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Débat autour du train express régional. Le TER est-il une priorité à votre avis? Le rendez-vous, c'est dans quelques minutes. RFM Sport. Rebonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Antoine. Début de la préparation à la CAN pour les Lions du Sénégal. Cet après-midi à partir de 16h30. Première séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal au stade Léopold Sédar Senghor. L'équipe nationale du Sénégal n'est pas encore au complet, mais déjà les joueurs vont s'entraîner aujourd'hui et demain avant d'être reçus par le président de la République le 4 janvier prochain. Ce sera pour la traditionnelle cérémonie de remise de drapeau. Mais que faut-il retenir de cette liste concoctée par Aliou Cissé? Cette équipe nationale du Sénégal peut-elle aller loin? Ndofène Fall, ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal et membre du Jaraaf de Dakar, a répondu à la question. Il faut qu'on arrête de parler de ceux qui ne sont pas là. À partir du moment où la liste est déjà faite, on peut discuter. C'est Sangaré qui sort avec Fallou, mais à partir du moment où la décision est prise, cela engage tout le monde. Il faut qu'à partir de maintenant, qu'on se dise que c'est les meilleurs Sénégalais qui ont été sélectionnés et sur la base de ça, on se prépare pour aller à l'affrontement d'une compétition qui va être extrêmement difficile. L'équilibre de cette liste-là permet effectivement une certaine stabilité. Et c'est dans la stabilité qu'il y a une constance et dans la constance, on parvient effectivement à construire avec sérénité. Cela confère des automatismes. Parce que les automatismes, c'est aussi la connaissance d'abord de l'environnement et la connaissance du partenaire. Et cette stabilité permet aussi de créer des amitiés, des relations qui poussent peut-être chaque élément à apporter un peu plus pour un peu effacer la faute de l'ami. Parce qu'il y a une meilleure connaissance et quand on connaît mieux son partenaire, on a tendance à mieux le servir. Et je crois que dans la démarche, Aliou a été constant. Et de cette constance, effectivement, il a créé cette stabilité. Et il y a une meilleure digestion du système et une meilleure connaissance des éléments qui sont en face. Je pense que la liste de Aliou correspond exactement au projet qu'il avait en tête et aujourd'hui, il a trouvé les éléments pour les mettre à la disposition. Pour les mettre à disposition, le football en Europe, Antoine, c'est la 20e journée de la première ligue anglaise avec ce soir Middlesbrough qui reçoit le champion en titre Leicester. Burnley est à Manchester City. Sunderland joue contre Sadio Mané et contre Liverpool. Hull City joue contre West Bromwich Albion. Everton joue contre Southampton. West Ham de Kouyaté, le capitaine des Lions, joue contre Manchester United de Zlatan Ibrahimovic. La suite est prévue demain mardi et mercredi. Lutte avec frappe, le CNG prolonge de 31 jours la période de renouvellement des licences des lutteurs. La clôture de cette période de renouvellement des licences était initialement prévue le 31 décembre 2016, mais le CNG a décidé de prolonger de 31 jours. Pourquoi une telle décision? Nous avons posé la question au commandant Babacar Diouf, membre du comité national de gestion. Nous l'écoutons. Le comité national avait décidé
d'arrêter l'inscription aux licences pour l'éditeur pour la saison 2016-2017, de l'arrêter à la date du 31 décembre. Bon, il s'est trouvé effectivement que à la date du 31 décembre, tous les éditeurs ne s'étaient pas encore inscrits pour leur licence. C'est pourquoi le comité a décidé de prolonger un peu la date d'inscription jusqu'au 31 janvier 2017. Nous nous sommes effectivement rendus compte qu'il y avait eu un rush de dernière minute, comme on a pu le constater. C'est pour cette raison fondamentale que le comité a décidé effectivement de rallonger un peu pour un mois encore l'inscription aux licences pour les éditeurs frappe et sans frappe. Ça va être la date du 31 janvier sera la date butoir au-delà de laquelle aucun éditeur ne pourra plus s'inscrire pour sa licence pour l'année 2017. Tous les éditeurs à la date du 31 janvier devront avoir déjà leur licence. Alors Antoine, si vous êtes intéressé par la question, il faut faire vite. Merci Malal Junior Diagne, je ferai très vite. RFM, la chronique du jour. Chronique du jour, Diatou Cissé. La rue à Noumbélane est un espace public martyrisé, agressé de toutes parts, à l'instar de tout ce qui appartient à tout le monde et que dans l'imaginaire collectif, on attribue à l'État. Ne dit-on pas « Mbed Mbedou Bourla » Et puisque Bourg est impersonnel et qu'à Noumbélane, il ne manifeste aucune fermeté à faire respecter ses biens, tout un chacun peut s'en prendre à ceci sans aucune sanction ou presque. La rue, disais-je, à Noumbélane, souffre de nos mauvais comportements, surtout de l'incivisme qui a fini par inspirer notre vie au quotidien. On vient d'avaler goulûment une banane? Eh bien, qu'à cela ne tienne. On jette la peau à même la rue et tranquillement on continue son chemin. On a envie d'évacuer un gros crachat? Pas de souci, pourquoi pas dans la rue? On a fini de se désaltérer, la rue toujours stoïque recevra les sachets, les gobelets jetables et autres bouteilles sans aucun remords. Sans aucun remords, comme ces gargotières qui partent, laissant dans un coin de la rue les restes de légumes et de riz, se disant sûrement que des moutons vont passer, et ceci en pleine ville. Les plus scrupuleuses d'entre elles les versent tout simplement dans les rigoles, conçues pourtant pour évacuer des eaux pluviales et non des restes de repas. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez parfois sur tout un parcours des crottes de chevaux que les voitures finiront par emporter ou disperser au fur et à mesure qu'elles passent dessus. Tenez, à New York, j'ai vu un monsieur sortir un sachet de sa poche pour y mettre des crottes de son chien qu'il promenait le matin. On m'apprendra plus tard que dans cette ville qui ne dort jamais, ainsi en est-il au risque de s'exposer à des sanctions. Que dire des mendiantes dont les enfants se soulagent un peu à l'écart sous le regard protecteur de leur mère? Passons sur les urinoirs à ciel ouvert qui dégagent à 1000 lieues une odeur d'ammoniac. Faites un tour le soir en ville ou aux alentours de Sandaga et sur les artères de la ville, vous aurez une idée très nette de qui nous sommes. La façon dont on traite nos villes en dit long sur notre rapport à la propreté et à l'ordre et surtout au respect mutuel que nous nous devons au quotidien. Dans les quartiers périphériques, c'est la totale. Entre les trous de fortune creusés sommairement pour recueillir des eaux usées, si ce n'est le contenu d'une fosse septique, la rue est encombrée de partout. Des lingères, des artisans et ouvriers, chacun en fait son espace de travail sans coup férir. Du mécanicien au vendeur de lait caillé, en passant par le cordonnier du coin, chacun occupe un beau matin une portion de la rue et en fait son espace personnel sous notre regard impuissant ou complice. Notre rapport à la rue est tout simplement désastreux. Encore une fois, nous sommes tous responsables de ne rien tenter pour garder notre cadre de vie propre et agréable. La propreté et la discipline restent des entreprises collectives et c'est à ce niveau que l'État et les mairies ont failli. Ils ont failli de n'avoir rien entrepris pour créer un sursaut collectif pour plus d'ordre et de discipline, par la sensibilisation, mais aussi par la sanction. Et si le ministère du cadre de vie prenait le leadership de ce mouvement, les médias ont aussi une responsabilité certaine. D'autant que
cela fait bien partie de leur mission de service public que de produire des émissions qui aideraient à promouvoir de bons comportements, plutôt que de nous saturer avec des plateaux où le verbiage se le dispute à la légèreté avec laquelle les sujets sont abordés. Encore une fois, pour prospérer, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. RFM, la presse du jour. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Message à la nation du chef de l'État, un cadeau en bilan des promesses soupire l'observateur. Macky Sall en show, remarque la tribune. Ça sent la campagne, lance le quotidien. Le temps de la séduction déroule enquête qui rapporte la promesse de baisse de 10% sur la facture d'électricité annoncée par le président de la République. Aux yeux de Walfadjri, ça sent une arnaque. Macky vend une obscure clarté puisque, comme l'indique le journal, la baisse est annoncée au moment où le prix du baril remonte. L'observateur, qui revient à la rescousse, ajoute ces 10 nouveaux postes de police annoncés, là encore par le président, et les 1769 agents en 2017 à recruter. Sur la situation économique du pays, rapporte pour sa part Vox Populi, Macky Sall dresse un bilan idyllique. Mamadou Lamine Diallo, à qui le confrère ouvre ses colonnes, souligne que la seule chose qui est vraie, c'est l'endettement du pays, pas plus. Commentaire de Al-Ham de Vox Populi, le président Sall a beaucoup parlé lors de ce message à la nation, mais il a fait l'impasse sur les questions sur lesquelles tout le monde l'attendait. Législative oblige, se sachant attendu, il a adroitement esquivé. Mais il faut bien le comprendre et lire entre les lignes de son discours. Tout y était politique, avec des clins d'œil appuyés à l'électorat, entre annonces de baisse et vœux de réparer les grandes injustices sociales. Son Excellence a conjugué quasiment tous les verbes futurs. Pour sucré-salé du quotidien, Macky a fait son discours traditionnel à la nation et veut faire baisser la tension électrique. Son prédécesseur, Abdoulaye Wade, qui en sert tous les ans, veut se rappeler au bon souvenir des Sénégalais, veut pour le premier de conserver le pouvoir, veut pour le second de faire reconquérir la République par le fils qu'il a retrouvé au Qatar, soupire encore le biétiste. Après 4 ans de séparation, Wade a retrouvé son fils à la faveur de Noël, titre du journal. Le pape du Sopi fustige l'exil forcé de Karim Wade au Qatar. Législative du 2 juillet 2017, le report se précise, estime en une le journal Enquête qui rapporte que les députés vont débattre de la question aujourd'hui en plénière. Le Ramadan a mis tout le monde d'accord en travaux de commission, estime le quotidien. Quid du nombre de députés, il va passer de 150 à 165, croit savoir Vox Populi. En commission des lois le samedi 31 décembre, remarque le journal, Benno Bokk-Yakaar a décidé d'aller au-delà des 10 députés proposés par Macky Sall pour les compatriotes de l'extérieur. Selon toujours Vox Populi, le projet de loi va être voté ce lundi matin. L'opposition parle de forfaiture. Les Échos constatent que les Sénégalais de l'extérieur passent, mais les indépendants, eux, sont coincés. Ces Sénégalais de l'extérieur sont divisés en 8 départements. Les militaires vont voter le même jour que les civils. Il y aura au moins 4 millions d'électeurs au minimum pour le fichier électoral. Au moins, il faudra 1000 signatures dans cette région pour les indépendants qui veulent se présenter. Plutôt compliqué, note le confrère. Politique toujours, le patron des socialistes, Ousmane Tanor Dieng, met en garde le maire de Dakar. Le parti socialiste est une mer et les militants des poissons, quiconque en sort relève OTD, signe son arrêt de mort. Voilà qui est dit, remarque en une le journal Vox Populi. Au mot de justice avec le journal LAS, l'IGE veut en savoir davantage sur le dernier sommet de la francophonie. Pour ce faire, note le journal L'Inspection générale d'État fouille Jacques Abibsi. L'homme était chargé de l'organisation du 15e sommet de la francophonie. Les choses sont-elles en train de se compliquer en Gambie? En tout cas, remarque Libération dans son message à la nation. Yaya Jammeh opte pour la confrontation armée. Il déclare la guerre à la CEDEAO, déplore le journal LAS. Babili Mansa, dans son discours à la nation, rappelle les Échos, accuse l'organisation sous-régionale de partialité, la récuse et se dit prêt à défendre la souveraineté et la dignité de la Gambie. Titre du quotidien, Jammeh dit bonne année à la guerre. Pour se faire indiquer Réumi Quotidien, le dictateur désarme ses soldats saucés et arme le MFDC. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Débat autour du train express régional. Le TER est-il une priorité à votre avis? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité.
Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. En ligne, l'honorable député Samba Bathily, bonjour. Bonjour, Antoine. Vous êtes membre du parti Réumi. Le train express régional est-il une priorité? Est-il opportun pour le moment? Vous savez que le train express régional, à mon avis, n'est pas une priorité. Pourquoi? Parce que si pour améliorer la mobilité urbaine, je pense que l'État, la première des choses, devait améliorer le réseau ferroviaire au Sénégal et de régler le problème de la dégradation des infrastructures routières, surtout au niveau de la banlieue. Quand je peux citer le cas des routes de Thiaroye, de Yeumbeul, de Keur Massar, de Malika, et aussi à l'intérieur du pays. Je peux vous citer le cas la revendication des populations de Sédou sur le pont de Diokunda. Donc au niveau intérieur, il y a des priorités pour améliorer la mobilité urbaine. Il y a d'autres urgences aussi. Il y a le problème au niveau de l'éducation, des abris provisoires, qui est estimé à 6 620 et que l'État devait seulement chercher 73 milliards. Donc si l'État s'endette pour 586 milliards, je pense qu'il devait faire un endettement utile qui devait régler les problèmes sociaux, les problèmes de l'éducation et au niveau même de la santé et le problème des retraités qui ne reçoivent que des rentes de 15 000 à 20 000 francs. Je pense que donc le terre n'est pas une urgence. Pour le moment, la priorité c'est ailleurs, c'est au niveau de l'éducation, c'est la réhabilitation des infrastructures, au niveau de la santé, améliorer aussi les plateaux techniques médicaux au niveau de l'intérieur du pays. Et ça, je pense. Mais alors, est-ce que l'amélioration de tous ces secteurs dont vous avez parlé exclut la réalisation du train express régional? Le train, je vous ai dit tout à l'heure, n'est pas une priorité pour le moment. Donc, je pense que si on arrivait à régler ces urgences sur le plan social, je pense qu'après, on peut penser à un tel projet et redéfinir même le plan de montage avec le patronat national au lieu de confier le projet à des étrangers qui vont se bénéficier de ces retombées. La modernisation de nos villes, modernisation des moyens de transport, qu'est-ce que vous en dites avec la réalisation de l'aéroport international Blaise Diagne? Oui, je suis d'accord pour l'aéroport Blaise Diagne. C'est un projet qui est déjà fait, c'est coûteux, c'est déjà fait, on l'encaisse. Mais je pense que pour le projet TER, qui est un projet que l'État a lancé, et que si on avait discuté avec toute la société sénégalaise, la société civile, les partis politiques, l'urgence avec les populations sénégalaises, l'urgence c'est ailleurs. Ce que je voulais dire. Il devait y avoir des concertations autour de ça, c'est ce que vous voulez dire. Sur le transport, oui. Quand je vous cite le cas de Dakar Demdik, dans le discours de la Nation, le président nous a parlé des lignes que Dakar Demdik va initier à l'intérieur du pays. Mais il n'a même pas parlé des compensations financières que l'État doit à Dakar Demdik. Pour aider Dakar Demdik, je pense que l'État devait prendre des mesures à payer les compensations financières à Dakar Demdik pour vraiment aider la société à être une société performante. Très bien. Merci, honorable député Samba Bathily, membre du parti Réumi. En ligne, Abdou Ndene Sall, il est secrétaire d'État au transport ferroviaire. Bonjour, M. Sall. Bonjour. Beaucoup de critiques par rapport au projet Train Express Régional. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que ce n'est pas une priorité aujourd'hui? Parce qu'en fait, c'est pas eux qui définissent les priorités. Les priorités de l'État du Sénégal est définies par le président de la République qui a été élu et qui a la confiance des populations. Ils peuvent aussi avoir leur opinion sur tout cela. Ils peuvent avoir leur opinion, non? Non, mais c'est une opinion minime. C'est une opinion minime parce qu'il représente, le président de la République a été élu à 66% des électeurs. C'est lui qui doit conduire la politique de la nation. Mais en même temps, qu'il doit être à l'écoute des Sénégalais qui l'ont élu. Il est à l'écoute des Sénégalais, c'est pourquoi il a conduit ce train express régional, qui est un projet considérable pour le Sénégal. C'est la première fois qu'un réseau ferré électrifié d'une aussi grande capacité est conçu par et pour les Sénégalais. Et vous êtes sûr que le TER est une demande des Sénégalais? Nous avons fait des enquêtes. Quand tu fais un projet,
le président pose 5 questions d'abord. Est-ce que le projet répond à un besoin spécifique? Les populations ont répondu oui. Est-ce que le projet est économiquement viable? Les Sénégalais ont répondu oui. Est-ce que le projet est financièrement viable? Les Sénégalais ont répondu oui. Mais quels Sénégalais? Est-ce que nous avons les moyens de les financer? Les Sénégalais ont répondu oui. Quels Sénégalais? Les populations? Les Sénégalais, les populations. Nous avons fait des enquêtes au niveau de la banlieue, au niveau des problèmes de l'encombrement de Dakar. Dakar, agglomération de Dakar, c'est 0,3% de la superficie nationale. Ça concentre 23% de la population sénégalaise, 50% de la population urbaine et 66% des activités économiques du pays. 72% du parc automobile immatriculé, soit environ 324 véhicules qui circulent à Dakar. Donc, il faut répondre, il y a l'embouteillage. Et l'embouteillage, ça nous coûte combien? Ça nous coûte 100 milliards. Les études de la Banque mondiale montrent que l'embouteillage nous coûte 100 milliards annuellement. L'embouteillage de Dakar nous coûte 100 milliards annuellement sur l'économie sénégalaise qu'on perd avec la congestion de la circulation à Dakar. Oui. Donc, il faut trouver une solution à ça. Il répond à l'urgence d'une métropole dakaroise sans cesse grandissante à repenser son système de transport. Car la ville émergente est celle qui est indépendamment d'une population dense et importante, permet une défaite efficace de ses citoyens. Le TER est ainsi une urgence sociale, permettant à Dakar, sa banlieue et l'aéroport AIBD et la nouvelle ville Diamniadio, une liaison moderne, rapide, fluide, accessible et sécuritaire. Les facteurs clés de succès du transport ferroviaire, c'est la capacité. Le président nous offre 115 000 déplacements par jour. Le TER s'étale sur plus de 54 km et dessert les centres urbains les plus denses de la ville en moins de 45 minutes, avec une fréquence de passage d'un train tous les 10 minutes en 14 gares. La gare de Dakar, la gare de Colobane, la gare de Anne, la gare de Beaumarchais, la gare de Pikine, la gare de Thiaroye, la gare de Yeumbeul, la gare de Keur Massar, la gare de Mbao, la gare de PNR Rufisque, la gare de Bargny, la gare de Diamniadio, puis appelée AIBD. Relier ces pôles stratégiques en 45 minutes demande une infrastructure ferroviaire qui est le TER. Très bien. Alors, tout cela dit... 160 km grâce à une énergie utilisant 2 modes de transition alternatifs, l'énergie électrique et l'énergie thermique. Très bien. Alors, tout cela, on le savait. Tout cela, nous avons fait. On ne fait pas un projet. Un président de la République qui a fait son PSE, qui a fait le tour du Sénégal, qui connaît les besoins des Sénégalais. Le PSE, c'est la quinquennale de la demande d'Amérir, tel que exprimé au président de la République. Très bien. Permettez-moi quand même de poser une question. Il a fait ce projet TER qui est économiquement viable, qui est demandé par les populations. Parce qu'on pose, avant de faire, il n'y a pas une génération automatique des projets. Ce sera le plus grand projet du Sénégal indépendant, puisque vous ne permettez pas de poser, quand même, je vais insister. Ce sera le plus grand projet du Sénégal indépendant, a dit le président Macky Sall. Est-ce que ce n'est pas ramener tout à lui pour des gains électoralistes? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que le projet, moi, j'ai été nommé secrétaire d'État au réseau ferroviaire national depuis le 6 juillet 2014. Depuis que j'ai été nommé, ma première mission était de participer à la mise en œuvre opérationnelle de ce TER. Ça fait longtemps, nous avons travaillé, il faut s'en féliciter. Quand le Sénégal fait des résultats énormes dans la mobilité urbaine, les gens doivent remercier le président de la République. Parce que ce train-là, ce n'est pas seulement pour aller à l'aéroport, c'est pour améliorer la mobilité urbaine en Dakar et sa banlieue. Les gens qui habitent la banlieue, ils ont droit d'avoir un transport moderne, efficace, fiable et sécuritaire. J'espère que ce sera à la portée du Sénégalais moyen. Ce sera à la portée du Sénégalais moyen parce que nous avons fait ce qu'on appelle la préparation approfondie, l'analyse de faisabilité des projets. Les Sénégalais, des gens de l'opposition là, qui sont en train de faire de l'amalgame, de la désinformation et de l'intoxication, ils n'ont qu'à venir. L'information est publique. Très bien, merci. Ils n'ont qu'à venir au ministère. On va leur donner toutes les infos. Avec les taux de rentabilité. Comme vous savez, nous perdons 100 milliards. L'économie sénégalaise perd 100 milliards à cause de la conjonction. On voit que le TER n'est pas cher payé. Même fait à gagner à l'État 74 milliards. Parce que nous avons une dette de 468 milliards
les 110 milliards ont été financés directement par l'État. Merci. Les 448 milliards empruntés à des taux concessionnels ou semi-concessionnels moins de 3% de remboursement à 25 ans. Les services de la dette pour le TR, ce sera 26 milliards par an. Comparé aux 100 milliards que nous perdons par an, ça fait donc un bénéfice de 75 milliards. Ça, c'était il y a quelques années quand même. Les 100 milliards. Oui. Les 100 milliards, non, c'est actuel parce que n'oublie pas que chaque jour, il y a une population qui se rajoute à Dakar avec l'exode rural, avec le truc. Il y a un encombrement. C'est pourquoi le président travaille de manière harmonieuse et de manière rationnelle. C'est pourquoi il a imaginé le Diamniadio qui va prendre l'université. Merci. Dimitri qui va prendre autre chose. Comme vous le savez, nous avons... Merci Abdou Ndenessal. Nous sommes rattrapés par le temps. Vous êtes secrétaire d'État au transport ferroviaire. C'est fini pour Point de vue aujourd'hui. Rendez-vous demain. La météo avant de boucler. Ce début de semaine sera marqué par un temps chaud et ensoleillé sur une bonne partie du pays. Au courant de la journée, la chaleur sera ressentie sur l'ensemble du territoire, où les températures journalières vont varier entre 34 à 37 degrés sur la plupart des localités. Toutefois, à Dakar, le maxi ne dépassera pas les 31 degrés et la fraîcheur nocturne et matinale se maintiendra sur le pays. Le rappel des titres. L'Assemblée nationale en plénière, les députés se penchent depuis ce matin sur le code électoral et la refonte du fichier. Augmentation du nombre de députés inopportun, pensent certains Sénégalais. Sur le marché, les prix de certaines denrées ont subi une hausse alors que le gouvernement avait indiqué que les coûts sont à la baisse. Vous avez eu certainement l'occasion d'écouter le directeur du commerce intérieur qui a donné quelques explications dans ce midi. La famille du détenu Ibrahima Mbow, tué lors de la mutinerie de Rebeuss, va déposer une plainte auprès du procureur de la République. C'est parce qu'elle juge lente la procédure dans cette affaire. Et puis, insécurité routière sur la VDN 3, le rond-point Gadaï, un danger, beaucoup d'accidents s'y produisent. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop. Réalisation El Hadj Daouda Diouf. À 13h, retrouvez El Hadj Hassan Gueye pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, Dialgat Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. 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 À toutes.